16h35 minutes, nous avons avec nous en ligne Chalmers Larose, co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre régulier au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Comment ça va, professeur Larose? Ben, ça va bien. Bonjour à tous et toutes. J'ai perdu espoir, professeur. Non, mais mon Dieu de bon Dieu, j'ai perdu mon professeur. Eh bien, je suis là, je suis toujours là. Hein. Je suis toujours disponible et toujours à la disposition de la radio. Oh, mais ça fait plaisir, professeur. Ouais. Et puis surtout que l'actualité que vous suivez, les Amériques et l'Amérique des Amériques, n'est-ce pas? C'est entre autres les États-Unis. Il y a des choses extrêmement intéressantes avec cette course républicaine pour porter le drapeau, le porte-étendard, paraît-il, sera Donald Trump. Mais hier, il a fait une incursion. Il a manqué cette course avec un gain vraiment dans l'Iowa. Comme on ne s'attendait pas, plus de 50% des voix, alors qu'il y avait quoi, 4 autres candidats? Il y en avait 3 autres. Ouais. Officiellement. Il y en a beaucoup qui se sont désistés depuis bien avant la tenue de ces caucus dans l'Iowa. Ben, écoute, je ne pense pas que le score peut-être est une surprise, mais je ne pense pas que la victoire de Trump d'hier, et même d'ici pendant toutes les primaires républicaines, sera une surprise, étant donné les conditions dans lesquelles cela se déroule. C'est comme un plébiscite, dans la mesure. Je crois qu'il y a davantage une course pour la vice-présidence, mais selon toute vraisemblance, la victoire de Trump pour le Parti républicain, en fait, le ticket républicain comme tel, c'est déjà assuré. Et professeur, il y a aussi d'éventuels accidents. Trump qui deviendrait tout d'un coup, par une décision de la Cour suprême des États-Unis, inéligible, on ne sait jamais. Oui, bon, là, c'est quand même le point d'interrogation qui existe, mais même à ce niveau, la question de l'inéligibilité, c'est une question qui peut être entendue par la Cour suprême, qui peut être aussi tranchée par cette Cour suprême-là, mais n'oubliez pas non plus que cette Cour suprême a à peu près 6 juges républicains sur 9. Donc, il est fort improbable que cela se produise. Professeur, il y a 2 questions devant la Cour suprême concernant cette course pour les présidentielles de 2024. 2 questions, l'inéligibilité et la question aussi du fait que Trump, comme président, avait tous les droits, n'est-ce pas, de faire tout. Et ces 2 questions ont été prises par la Cour suprême, mais à des moments différents. Par exemple, la question de l'inéligibilité, bon, la Cour suprême dit tout de suite, on va régler ça. Mais pour ce qui est du fait que Donald Trump ait pu avoir cette capacité comme président, et à l'effet que tout ce qu'il faisait comme président était couvert par l'immunité présidentielle, on a décidé à la Cour suprême que cette question-là devrait passer par la Cour d'appel avant d'arriver en Cour suprême éventuellement. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ça me dit que la Cour suprême est dans une situation extrêmement... elle est divisée. Elle attend que les recours en cour inférieure soient épuisés avant d'arriver à se prononcer. Elle joue aussi le temps pour ne pas avoir à se prononcer avant les élections. Ça, c'est important aussi. Donc, je crois que du point de vue de la Cour et du point de vue de certains juristes aussi,
ce sont des questions qui sont des questions juridiques, certes, mais qui sont nécessaires, qui sont aussi des questions de nature politique. Je crois que la Cour suprême des États-Unis préférerait que la question de l'élection ou comme telle soit réglée par le peuple et non par la Cour. Parce que une Cour suprême d'un pays qui dirait que le président, parce que ça sera fait pour l'histoire, le président jouit d'une immunité totale alors qu'on a posé des questions. Savoir est-ce que le président aurait pu même décider de s'en prendre à des adversaires politiques pour les empêcher de participer au vote. C'est des questions de démocratie. C'est des questions extrêmement importantes. Une Cour suprême qui dirait que oui, eh ben, ça serait une Cour qui se comment dirais-je, qui perdrait le nord, n'est-ce pas? Qui perdrait le bon sens et qui n'aurait vraiment qui ne serait plus prise au sérieux. Bon, il est difficile de savoir dans quelle direction ou dans quel sens irait un jugement de la Cour suprême des États-Unis dans cette affaire-là. Il est impossible de le dire. La Cour pourrait aller dans tous les sens. La composition de la Cour, c'est l'élément le plus important. C'est l'indicateur qui pourrait nous donner une certaine idée de comment pourrait juger cette Cour-là. N'oubliez pas non plus que le droit est politique avant tout. Donc, surtout quand on doit prendre une décision en fonction, disons, du vote de ces juges-là. Parce que c'est pas nécessairement les arguments de ces juges qui vont prévaloir, mais c'est vraiment le vote, c'est-à-dire un vote de 5 sur 9. Ça fait passer un jugement. Donc, c'est cet élément-là à prendre en considération. L'élément démocratique comme tel, c'est un élément qui pourrait alimenter les débats sur les forums, etc., c'est-à-dire le déclin de la démocratie américaine, etc. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un jugement de la Cour irait dans une direction qui serait remise en question par la population de son ensemble, que ce soit les jugements sur l'avortement, sur les armes à feu, etc. Oui, parce qu'on comprend que c'est des questions, exemple, hautement politiques et puis idéologiques à certains égards, l'avortement, mais la question de l'immunité, quant à moi, est strictement une question de démocratie. On ne peut pas, et personne en droit démocratique ne peut jouir d'une immunité 24 heures sur 24 pendant qu'il est président. Ça voudrait dire eh ben, on reviendrait à des temps immémoriaux où les rois avaient tous les pouvoirs de vie et de mort sur les sujets. Oui, c'est tout à fait, je partage tout à fait tes inquiétudes à ce niveau-là. Ce serait un recul démocratique évident et dangereux, mais on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un jugement à ce niveau, donc on ne peut pas spéculer sur cette question-là. Maintenant, la campagne de Donald Trump tourne rondement. Hier après la victoire dans l'Iowa, déjà ce matin, il est encore en campagne, mais devant le prétoire, c'est à New York où il est poursuivi et chaque fois, il essaye de faire une joute politique avec la joute juridique. Oui, mais on est vraiment dans une situation inédite. On n'a jamais eu ça dans l'histoire des élections aux États-Unis. Et je dirais même dans l'histoire de la démocratie depuis son implantation dans l'histoire politique mondiale. Un président qui défie à peu près tout et qui a des ambitions monstres
et qui veut non seulement refaire les États-Unis à son image, mais aussi ambitionne de refaire le monde aussi à son image. Donc on est dans une situation très, très, très complexe où une victoire de Donald Trump le 5 novembre prochain signifierait une grande fissure dans le système américain, le système politique intérieur américain, mais aussi dans le système international comme tel. Il y aura énormément de bouleversements. Mais il y aura aussi une sorte de poussée de l'extrême droite dans les affaires politiques, dans le contrôle même idéologique de beaucoup de sociétés, tel que c'est déjà en train de se développer. On est en train de voir effectivement une grande affirmation des idéologies de droite et de l'ultra-droite dans les affaires politiques. Donc, ça a toujours été existé. Le problème, c'est sa normalisation qui devient évidente. Donc, une nouvelle victoire de Trump signifierait ça. Ça serait le premier président à se présenter après avoir quitté sa fonction depuis Herbert Hoover en 1940. Donc, si Donald Trump remporte l'investiture républicaine, il sera le premier républicain à être candidat à la présidence à 3 reprises depuis Richard Nixon. Et la première personne aussi à être le candidat républicain à la présidence lors de 3 élections consécutives. Okay. Et s'il remporte l'élection générale, le 5 novembre prochain, il sera le premier président à effectuer des mandats non consécutifs depuis Grover Cleveland. Donc, ça veut dire qu'il y a, je crois qu'il est très, très imbu de cette fait historique-là, ouais. Et il entend aller jusqu'au bout pour pouvoir marquer l'histoire. Cependant, il est, vous l'avez dit, extrêmement difficile de prédire l'avenir. Nous savons comment ça fonctionne, les élections aux États-Unis. Le peuple américain est divisé en 2 camps. Il n'y a pas de tiers parti, disons-le officiellement, parce que bon, ils sont tellement loin, n'est-ce pas, dans la course que ce n'est pas représentatif. Il y a le Parti démocrate et le Parti républicain. Et ce qui donne la victoire sont ceux qui ne sont ni républicains ni démocrates dans la frange. Est-ce que on ne risque pas de voir cette frange-là voter davantage contre Donald Trump que en faveur du président sortant? Ben, les spécialistes des questions électorales aux États-Unis pensent et estime que cette frange dont tu parles, la frange, je dirais, neutre, indépendante, etc., est de plus en plus mince. Et ça m'incite davantage. C'est une société de plus en plus polarisée, où il y a énormément de confrontations idéologiques et confrontations à peu près à tous les niveaux, une fracture sociale très, très grande, une plaie béante au niveau des questions raciales. Donc, c'est une société extrêmement fracturée, polarisée. Il est de plus en plus difficile de trouver une voie intermédiaire et aussi mener une politique du bon sens. C'est un problème qui va avoir des répercussions, je dirais des répercussions inattendues au niveau de la politique intérieure américaine, mais surtout au niveau de sa politique extérieure. Donc, cette polarisation-là veut tout dire. Ça veut dire qu'aux États-Unis, en ce moment, ou bien on est républicain, ou bien on est démocrate. Et ça se reflète aussi au niveau des États, mais aussi l'élection présidentielle qui va se dérouler, c'est vraiment la façon dont les médias américains le présentent, c'est vraiment une sorte de grande joute, grande revanche
de Donald Trump vis-à-vis de Joe Biden, étant donné que Joe Biden l'avait battu lors des élections de 2020. Donc, c'est vraiment une arène de combat, ce qui va se passer le 5 novembre prochain, et aussi pendant toute cette année, je dirais même jusqu'en décembre, parce qu'on ne sait pas quelle sera l'issue des élections du 5 novembre, s'il y aura un recours judiciaire, et ça peut nous amener jusqu'à décembre. Et n'oubliez pas ce qui s'était produit en 2021, lors de la prise de pouvoir de Joe Biden, tout ce qui s'est passé au Capitole, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir une répétition de cet événement-là, advenant une défaite électorale de Donald Trump? Donc, on ne sait pas. Donc, on nage en pleine incertitude. Il est difficile et extrêmement aussi risqué de faire des prévisions et des prédictions, mais aussi d'avoir des certitudes par rapport à quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est que si Donald Trump perd l'élection, il y aura contestation, il y aura les mêmes événements, à peu près les mêmes, n'est-ce pas, par rapport à 2021, sauf que les autorités seront autres que républicaines, n'est-ce pas, et donc vont pouvoir réagir à temps, j'espère, et on va suivre, professeur Chalmers-Larose, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi après tellement de temps qu'on n'a pas entendu. Jean-Ernest, c'est un plaisir et ça me fait vraiment plaisir de converser avec toi et de partager aussi, d'échanger avec les gens sur cette question-là et aussi sur d'autres qui viendront. Merci, professeur. Merci beaucoup et au plaisir. Bonne année. Bonne année. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Chalmers-Larose, porte-parole, co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre régulier au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation.